qu'il y avait aussi un léger changement de la part d'Emmanuel Macron depuis qu'il est parti en Égypte. Il y a eu une inflexion effectivement dans le ton, après une inflexion qui est très très insuffisante et très en deçà de ce qu'on serait en droit d'attendre de lui et de ce que d'ailleurs les conventions internationales l'obligent normalement à faire. Alors il y a effectivement eu cette séquence en Égypte après laquelle il a annoncé sa volonté dans certaines conditions de reconnaître un État palestinien, et en même temps qu'il annonçait ça, nous avions l'avion d'État de Benjamin Netanyahou qui survolait la France avec, a-t-on appris de sources diplomatiques, une autorisation donnée par la France pour ce faire. Autorisation qui est donnée en violation manifeste du statut de Rome, c'est-à-dire de la convention qui fonde l'action de la Cour pénale internationale, parce qu'on va rappeler que Benjamin Netanyahou est poursuivi depuis le 21 novembre 2024 par la Cour pénale internationale, qu'il y a des mandats d'arrêt qui le visent pour des faits de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, en attendant peut-être des mandats pour génocide, nous l'espérons. Et le fait que la France, qui est un État membre du statut de Rome, qui est un État partie à la CPI, autorise ce survol, alors même que le statut l'oblige normalement à coopérer avec la CPI, du coup, d'exécuter les mandats d'arrêt, qu'elle l'autorise à survoler le territoire en violation de cette convention, est parfaitement inacceptable. Et d'ailleurs, avec mon association Jourdi, nous venons de saisir l'Assemblée des États parties du statut de Rome de cette question pour qu'ils se prononcent et qu'ils disent si oui ou non la France a bien violé, c'est ce que nous croyons, le statut de Rome dans cette occasion-là. Autre illustration, on a eu, il y a 3 jours, me semble-t-il, ou 2 jours, une interview assez fleuve d'Emmanuel Macron où cette question a notamment été abordée. Il a dit que l'action de Benjamin Netanyahou était une honte, mais en revanche, il a refusé d'utiliser le terme de génocide, renvoyant le choix d'utiliser ce terme ou pas aux historiens. Alors ça, quand on est juriste, il suffit, bon, c'est pas nécessaire d'être juriste pour avoir les bras qui nous en tombent, mais quand on est juriste, on a les bras qui tombent particulièrement, pour 2 raisons. La première, c'est que ça veut dire finalement que il n'y a qu'à attendre. Donc en fait, on reviendra dans 30 ans et on se demandera si c'était pas un génocide. Donc d'un point de vue politique, c'est complètement aberrant. Mais alors d'un point de vue juridique, il existe une convention, qui est une convention de 1948, qui s'appelle la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Pour la prévention et la répression du crime de génocide. Si on veut appliquer une convention en faisant en sorte qu'il n'y ait pas de génocide, pour éviter, parce que c'est le sens du mot prévention, pour éviter la commission d'un crime de génocide, ça suppose bien intellectuellement de se poser la question de savoir si un génocide n'est pas en train de se commettre ou n'est pas sur le point de se commettre. Donc ce n'est pas une question d'historien, c'est une question qu'on doit se poser maintenant et qui d'ailleurs, je l'ai dit précédemment, a déjà eu des éléments de réponse en droit international donnés par la Cour internationale de justice, donnés par des rapports internationaux. Donc Emmanuel Macron, quand il nie cette qualification de génocide, il ne respecte pas les engagements internationaux de la France, il viole cette convention 1948 sur le génocide, et il viole aussi la Constitution, parce que je rappelle que d'un point de vue constitutionnel, c'est l'article 5 de la Constitution, le président de la République est garant du respect des traités, et donc des conventions. Donc quand il n'applique pas cette convention, quand il prononce une phrase qui montre qu'il ne s'intéresse même pas à la qualification de génocide, parce qu'il se renvoie cette question à dans 30 ou 40 ans, ça veut dire qu'il se dégage, il n'applique pas ses obligations constitutionnelles. En fait, c'est en même temps macroniste. De manière générale, c'est ridicule. Mais là, le problème, c'est que c'est tellement ridicule que ça se voit, et que ça se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que comment vous pouvez intellectuellement assumer le fait que vous dites que ce qui se passe à Gaza, c'est horrible, et que par conséquent, on va reconnaître l'État palestinien, et en même temps, autoriser le bourreau du peuple palestinien à traverser le ciel français. C'est incroyable comme contradiction. Comment vous pouvez tenir les propos qu'il a tenus il y a quelques jours en disant que ce que fait le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est une honte, tout en ne prenant absolument aucune mesure pour empêcher la commission de ce crime, de ces crimes. Pour revenir sur cette convention sur la prévention du génocide, c'est pas une convention qui flotte dans l'air comme ça et qui a aucun effet impératif. Elle a un effet obligatoire normalement sur le gouvernement français. Ce que dit cette convention, telle qu'elle est interprétée par la Cour internationale de justice, c'est qu'elle oblige tous les États signataires de cette convention, et même les non-signataires d'ailleurs, parce que ça fait partie du droit international coutumier, tout le monde doit le respecter, même l'Union européenne, on y reviendra peut-être. Elle oblige tous les États à prendre toutes les mesures qu'ils peuvent prendre raisonnablement pour empêcher la commission de ce crime quand ils en ont connaissance. Au regard de tous les rapports qu'on a mentionnés précédemment, ça serait quand même difficile pour la France de dire aujourd'hui on n'a pas connaissance des crimes qui sont en train de se dérouler à Gaza. On en a manifestement connaissance. Et pourtant, il ne se passe rien. Il pourrait se passer plein de choses. Tu as évoqué plein de pistes. Des gens pourraient prendre des mesures diplomatiques. On pourrait déjà faire un truc, c'est arrêter soit de livrer des armes, soit d'être un point de passage pour la livraison d'armes. Ce serait quand même peut-être le b.a.-ba, quoi. Oui, la fin de la coopération militaire, en fait. Coopération militaire, coopération scientifique,
coopération technologique. On pourrait prendre des sanctions individuelles. Contre des dignitaires russes, on a bien pris des sanctions individuelles, gel des avoirs, etc. Pourquoi on ne le ferait pas contre des dignitaires israéliens ? Il y a plein de mesures sur le plan bancaire, sur le réseau SWIFT, il y a plein de choses qu'on pourrait imaginer dont mais la France pourrait prendre. elles ne sont pas entendues, ces exigences, en fait. Elles ne sont pas entendues, elles ne sont même pas mentionnées par le président de la République, c'est-à-dire que ça ne fait même pas partie des choses qui semblent être envisagées à la tête de l'État. Et c'est la raison pour laquelle, alors, pour y venir, nous, au niveau de notre association, on a justement mis en demeure la France de nous expliquer ce qui avait été mis en demeure pour manquement à son obligation de prévention de génocide à Gaza. Exactement. Et on lui a demandé quelles étaient les mesures qui avaient été prises concrètement depuis 18 mois pour mettre fin à ce qui se passe actuellement à Gaza, pour essayer de faire pression sur Israël pour qu'Israël stoppe ces massacres-là. Et pour l'instant, c'est une fin de non-recevoir. Et si ça continue, ça se terminera devant les tribunaux. Justement, les ordonnances des mesures conservateurs de la Cour internationale de justice, la date approche, le 18 septembre. Si les pays ne respectent pas, qu'est-ce qui va se passer ? Parce qu'on se pose aussi cette question, ça a bougé quand même du point de vue du droit international, malgré ce que l'on peut penser. Il y a eu des audiences, il y a eu des audiences anticipées le 28 avril dernier. Concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on attend après cette date butoir du 18 septembre. Eh ben, si les pays ne respectent pas, la CIJ déjà pourra le dire. Donc ça sera finalement une sorte de honte internationale infligée aux pays qui ne respectent pas. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau national, ça va ouvrir la possibilité à des citoyens ou à des associations de faire des recours contre les États qui ne respecteraient pas ces obligations qui sont imposées par le droit international. Nous, par exemple, au niveau du juridique, comme je vous le disais précédemment, on constate que l'État français ne respecte pas la Convention de 1948 sur la prévention du génocide. Et si jamais l'État français continue à ne pas la respecter, ce qu'il s'apprête manifestement à faire, ça ouvre ensuite la voie pour nous, et pas que pour nous d'ailleurs, d'une saisine des tribunaux administratifs pour faire constater par nos juridictions, par nos juges, que la France ne respecte pas ses obligations internationales. Pendant ce temps, il y a 100 personnes qui meurent tous les jours à Gaza. Et que, je veux dire, on attend quoi ? Te dire, pour abonder dans ton sens, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très inquiétant qui se produit au niveau de la justice française, de la justice pénale française. Il y a deux choses en fait qui sont inquiétantes. La première, c'est le comportement des parquets, des procureurs, qui effectivement vont parfois intenter des poursuites qui sont totalement abusives, alors soit du chef d'apologie du terrorisme, soit du chef d'incitation à la haine, etc. Alors il y a des choses qui se voient en plus, parfois les deux. Il y a des choses qui se voient en plus, c'est-à-dire c'est l'hypothèse où il va y avoir une audience où ces choses-là vont être discutées. Donc là, ça se voit qu'il y a des procédures abusives, et puis il y a aussi ce qui ne se voit pas. C'est-à-dire que le parquet, par exemple, il peut mettre en place des mesures qu'on appelle alternatives aux poursuites, qu'on appelle composition pénale, qui sont des mesures qui se déroulent dans les couloirs des palais de justice, qui ne sont pas des mesures publiques. Et moi, j'aimerais bien, pour l'instant je n'ai pas ce chiffre, c'est très difficile de l'avoir, mais avoir le chiffre des militants qui, par exemple, ont fait l'objet d'une composition pénale pour avoir scandé un slogan, pour avoir fait un tag en marquant Free Palestine, parce que moi j'ai ce genre de retour, je sais que ça a existé, et j'aimerais bien avoir... ça serait intéressant qu'on ait une étude du comportement des parquets en la matière. Et il y a une autre chose qui est peut-être encore plus inquiétante, c'est que le parquet, à la rigueur, on s'y attendait un peu, parce que le parquet est lié au pouvoir exécutif statutairement parlant, donc on s'imagine bien que les consignes en France, oui, seulement, bien sûr, on comprend que les consignes descendent, on s'y attendait, mais pour ce qui est des juges, on aurait pu s'attendre à une résistance de la part des juges qui sont statutairement indépendants un peu plus forte. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu un certain nombre de condamnations abusives. Je pense la plus connue, c'est celle de M. Delesco à Lille, qui a été condamné pour apologie du terrorisme au terme d'un jugement qui est catastrophique. Et je le dis en connaissance de cause, et puis je le dis aussi après l'avoir lu, et je le dis aussi après avoir lu des commentaires de mes collègues juristes qui, tous, les uns après les autres, ont considéré que c'était un arrêt qui était pas du tout fondé en droit. Donc voilà, il y a une alerte qu'on doit tous avoir collectivement sur le comportement, la réaction de notre justice, qui ne doit pas se laisser emporter par l'émotion qu'a essayé de véhiculer le gouvernement à un moment donné en relayant certains éléments de la propagande israélienne. Il faut que la justice résiste. Et pour l'instant, je ne suis pas certain qu'elle le fasse.